Du coup, bah, tout d'abord, bienvenue et merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps. Et du coup, comment ça va se passer en quelques mots? En tous les cas, moi, je suis un personnage politique très atypique, dans le sens que je suis un bicéphale. Je suis flamand, évidemment. Ma Mhm. famille habite le petit village où j'habite toujours et habite Alexandre, qui est mon voisin depuis 500 ans. Mon père était maire du petit village, mon grand-père, mon grand-oncle. Et en même temps, j'ai fait ma formation primaire à l'école communale, évidemment, que j'ai quitté déjà à 10 ans. J'avais terminé à 10 ans déjà. Ah oui, Et on m'a mis dans un collège de jésuites à Mons. Mons est alors une capitale extraordinairement prospère, dans plein borinage de force économique. Et 10 mois par an, j'étais dans une école élitariste de jésuites, où j'étais de première classe, venant d'un tout village de Flandre, devant une concurrence importante de fils, parce qu'il n'y avait pas de filles, d'ingénieurs, de notaires, de dirigeants dans un monstre économiquement très, très avancé. Et puis j'étais à l'ULB. Et toute cette bicéphalité, je vivais en internat à Mons et j'étais 2 mois, 3 mois dans le petit village avec mes enfants, presque du quartier. Ici, il y avait une ville avec des copains dont les parents travaillaient comme ouvriers, comme mineurs, comme indépendants, peu importe. Et j'avais une affection particulière pour les mineurs de fond, parce que mon village donnait plusieurs milliers d'ouvriers qui, chaque jour en train, allaient dans le borinage, travailler dans les mines. Et quand j'allais à mon collège, c'était des périodes de 15 jours, 3 semaines, je prenais toujours le train des mineurs. Je ne voulais pas aller dans la première classe, c'était sur les bancs de bois. J'ai été un peu la mascotte des mineurs. J'ai toujours gardé ce côté extrêmement social. Je suis élu par les ouvriers, par le peuple, et pas par les riches. Et quand j'ai commencé en politique, les libéraux chez moi avaient 15%. Quand j'ai donné, après 52 ans de vie parlementaire, je me suis fait succéder à juste titre par une jeune suppléante. On était à un moment donné à 38%. Et ce qu'on appelle le taux de pénétration, c'est un peu dur. Le nombre de voix de préférence par rapport à l'électorat, j'étais un des champions du pays. Donc, une popularité tout à fait sociale. Je faisais une chose que vous puissiez imaginer, des permanences sociales. Durant des années, 20 fois, 25 fois par mois, je me trouvais à date fixe dans un café, à la disposition des gens qui pouvaient venir avec leurs problèmes, indifféremment leur origine, leur couleur politique. Et au matin, aujourd'hui encore, il doit y avoir 200 000, imaginez-vous, de petits dossiers d'aide sociale qui peuvent être lus par tout le monde parce que c'est extrêmement sévère sur la déontologie. Et puis, bon, comme j'étais première classe au collège et puis grande distinction à l'ULB en Sciences Po et en droit, je suis une bourse aux États-Unis, Fulbright, que Alexandre a pu acquérir 40 ans plus tard, et je suis parti en Amérique, assistant dans une des plus grandes universités et très sélective. Donc, deuxième changement, éduqué en français, mais vivant en Flandre, flamand de pure nature, travaillant à un moment donné au début de sa vie aux États-Unis et quand même européen, euh, j'ai toujours eu ce mélange fantastique d'être une sorte de bicéphale de ma tolérance. Euh, j'ai été baptisé par mon grand-oncle qui était curé, donc j'expliquais la chose. Je suis devenu libre penseur, mais pas franc-maçon. Euh, j'ai une tolérance fondamentale et la première fois où j'étais ministre de l'enseignement, j'étais le plus jeune ministre du gouvernement, c'était pour l'émancipation, pour essayer de relever les gens dont on a besoin, qui ont besoin de l'éducation, de la formation. J'étais toujours un émancipateur, comme mon fils est un grand défenseur de plus de possibilités, de responsabilités pour les femmes. C'est la première fois qu'un gouvernement en Belgique, celui qui est le plus vide,
est à 50% féminin. Donc, j'ai eu de la chance terrible, mais avec beaucoup de travail. Quand je vous dis que j'avais par an, jusqu'avant le corona, 3000 invitations pour aller quelque part, parler, se montrer, être présent, être actif ou voyager, et que j'en acceptais 800 par an, vous pouvez s'imaginer, ça signifie pas de week-end, il n'y a jamais eu de week-end dans ma vie. Pas parce que je travaillais. J'adorais être chez les gens. Il n'y avait pas, l'arrondissement d'Onard-des-Renais était petit, il n'y avait pas de quartier que je ne connaissais pas. Sur les 150 électeurs, 150 000 électeurs à ce moment-là, 50 000, 60 000, 70 000 à peu près votaient pour moi, ou presque. Donc c'était de la popularité, pas du tout par réclame ou par bureau d'études, ça je ne connaissais pas du tout, mais par présence physique, par une extraordinaire présence factuelle. Je rentrais tous les week-ends à 5 heures le dimanche dans l'après-midi. C'est une vie qu'on ne s'imagine plus maintenant. Et qui a fait qu'à la fois, j'ai pu combiner les fonctions les plus élevées comme président du Parlement de nombreuses années, de bourgmestre de ma commune avec à peu près 15 000 habitants, Bracle, qui était fusionné, d'être à la fois professeur part-time, donnant du droit anglais à l'ULB et du droit civil en anglais dans un programme international, étant avocat, étant agriculteur, je suis encore agriculteur maintenant, j'ai eu la chance inouïe d'avoir une santé après une jeunesse, au point de vue santé fort fragile, de pouvoir travailler 80 heures par semaine, ce que je fais encore presque. Donc c'est un personnage complexe. Et alors ce qui est assez statistiquement étonnant, c'est que j'ai été 52 ans au Parlement. Il n'y a personne qui a été 52 ans de suite au Parlement en Belgique. Et dans d'autres pays, quand on me le demande, on est très étonné. Et ça grâce à 22 élections nationales où j'avais les voix des gens, pas tellement la position du parti, mais les voix des gens. Donc c'est une vie extrêmement compliquée qui m'a fait découvrir à l'ULB mon premier ami juif, mon premier ami congolais, c'était Justin Vercoco. Et j'ai fait son oraison funèbre à son décès à la cathédrale de Bruxelles. Vraiment, j'ai eu des rencontres les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer, depuis le pape jusqu'à des gourous indiens, en passant par des stages aux Nations Unies. Enfin, j'étais gâté par la vie et gâté surtout par la possibilité d'être actif, d'être social, de ne pas faire de choix entre riches et pauvres, au contraire. Je disais que les riches n'ont pas besoin de moi parce qu'ils peuvent se tirer leur plan. Ce sont les autres qui ont besoin de moi et ils ont pu compter sur moi tout à fait. C'était en tout cas une très belle image de votre parcours. On voit bien que vous êtes quelqu'un de très très travailleur. D'ailleurs c'est le genre de personnalité que j'aime le plus. Parce que quelque part, ça nous montre à nos jeunes qu'au final, si on va réussir à faire quelque chose, il faut essayer de prendre notre avenir à deux mains, disons-le comme ça. Oui, c'est comme un sportif. Pas d'entraînement, pas de victoire. C'est ça, exactement. Du coup, on va passer maintenant aux questions. Du coup, la première question, vous avez déjà un petit peu en parlé. Et donc, jeune étudiant, vous avez passé un certain temps sur les bancs de l'ULB. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une école francophone plutôt qu'une école Ah, mixte? mais j'avais déjà mes parents qui habitaient en France depuis 500 ans, ma famille habite dans le petit village où je suis. À ce moment-là, l'enseignement secondaire en Flandre se faisait en français. Oublie ça, avant la Deuxième Guerre mondiale, lors des deux guerres mondiales, mes parents ont fait leurs études à Oudarde et à Los de ma mère en français. Il était assez normal que dès qu'on pouvait, on apprenait le français. Et on l'apprenait le mieux en faisant une partie de ses études en français. Donc j'étais à Mons, à Saint-Stanislas, au collège des Jésuites, comme je le disais, dès que j'avais 10 ans, parce que j'avais fini mes primaires un peu plus tôt que les autres. Et puis de là, moi-même, par curiosité, je voulais faire des études aux universités libres penseurs, ouvertes, tolérantes, avec une vue tout à fait différente sur le monde. Et j'ai choisi d'aller à l'ULB. Et là, j'ai fait, je crois, 7 ou 8 grandes distractions. Et de là, j'ai reçu une bourse alors aux États-Unis et tout ça.
tout a continué. J'ai succédé à M. Perrin comme assistant de M. Ganser van der Merch. Je suis devenu assistant de droit public, puis je suis devenu professeur de droit anglais et droit américain, de droit civil en langue anglaise. C'était du part-time, évidemment. Je faisais 3 heures de cours par semaine. Et cette formation, ce mélange de boire une bière brune dans un café plusieurs soirs par semaine et en même temps d'être à une conférence mondiale à New York ou d'être professeur dans une université indienne, tout cela a fait la combinaison d'une vie extraordinaire. En écrivant beaucoup, en faisant une autobiographie à près de 600 pages, écrite par moi, dictée et recorrigée en plusieurs exemplaires de versions. C'est une vie débordante où j'ai eu de la chance, j'ai maintenant 83 ans, de pouvoir travailler toujours encore maintenant, 7 jours par semaine. Pendant vos études, vous avez été président des étudiants libéraux à l'ULB. Oui, oui, c'était le cercle le plus important, le plus actif. Et puis, je suis président national des étudiants, puis président de jeunesse. Bon, ça, c'est la vie. Mais j'ai pour l'ULB, qui est alors fusionné avec l'université flamande, il n'y avait pas d'université, il y avait une seule, une très grande affection, la libre pensée, la tolérance, l'accueil des étrangers à ce moment-là, des Africains. J'étais président d'honneur du cercle des étudiants congolais. Il y a toutes sortes de choses que j'ai pu faire dans ma vie en étant étudiant. Et l'ULB m'a beaucoup marqué par son ouverture d'esprit, par sa tolérance, par sa curiosité. C'était pour moi une sorte d'expansion intellectuelle et de camaraderie que je ne peux jamais. Et est-ce que ce genre d'expérience vous a donné envie de vous lancer dans la fonction publique? Bon, dans la fonction publique, dans ce sens que je suis devenu très jeune député en 68. Longtemps, j'ai été élu la première fois, il fallait 25 ans pour être candidat. 25 ans, non 18. Donc il fallait attendre un tout petit peu. Et j'étais pas le plus jeune du Parlement, j'étais le deuxième, le troisième. J'étais le plus jeune ministre quelques années plus tard. C'était à la fois un service social, à la fois une émancipation. Je trouve que lorsqu'on a des talents différents des autres, il faut les mettre au service des gens. Il ne faut pas être égoïste. L'égoïsme est tuant, l'égoïsme est lilliputien, l'égoïsme est une affaire de nains mentaux. Il ne faut jamais être égoïste, il faut être généreux. Et lorsqu'on a du talent, il faut le dépenser pour autrui et surtout pour ceux qui ont besoin. Vous avez passé vos débuts professionnels en tant que chargé de cours à l'Université de Chicago. Comment cela s'est fait et qu'est-ce que vous avez tiré de ces années? J'ai gardé mes affections pour les États-Unis. C'est un pays extrêmement varié, avec toutes sortes de contradictions, avec de la richesse extrême, de la pauvreté, disons, crasse, avec des oppositions, des libertés et des contraintes. C'est un des pays les plus colossaux du monde. Et j'ai voyagé souvent. Je crois que les États-Unis, avec tous leurs défauts, ils ont presque quand même cette sorte de fusion de couleurs, de races, avec toutes les tensions terribles que nous connaissons maintenant, avec une force extraordinaire. Et lorsqu'on parle de capitalisme, peu importe ce que cela veut dire, la plupart des grandes fortunes de ce monde sont américaines et ont été créées dans la génération des gens qui les ont fait. Ce ne sont pas des gens qui ont hérité des fortunes, comme certains économistes croient que c'est la règle. Au contraire, il y a une sorte de liberté, de défi dans ce pays qui est remarquable et que l'Europe devrait peut-être un peu plus se faire contaminer par ce type d'approche de société, avec une différence. Nous sommes aussi une économie au service de la culture, au service du social, au service de la protection, et il faut que ça reste majeur. Et puis quand même, alors, je ne sais pas si on vous le dit souvent, Bruxelles, qui est la grande place du monde, qui est la grande place de l'Europe, a le plus grand nombre d'ambassadeurs au monde, en proportion, non pas de la population,
nous sommes la capitale mondiale, plus que Washington, qui est le carrefour d'espions, d'économistes, de diplomates, tout ce que vous voulez. C'est miraculeux. Pour un tout petit pays de la moitié de Kinshasa en population, qui a un revenu par an de 1000 milliards d'euros grâce au travail, l'ingéniosité, la créativité, la mobilité. C'est incroyable. Je crois que nous sommes gâtés, nous ne savons pas. Nous sommes aussi malheureusement victimes. Si le corona est important chez nous, c'est parce que nous sommes la grande place de l'Europe et tout se passe, et tout le monde vient et va. Vous avez été en 1966 président du congrès des Atlantic Youth Leaders. La même année, vous fondiez un club de volleyball. Il paraît même que vous avez monté à cheval de génération en génération au sein de la famille de Crau. Qu'est-ce qui vous a poussé cette année-là à diversifier vos activités et pourquoi? Je ne suis pas diversifié. Mon club de volleyball d'un village de 1000 habitants, encore maintenant, dans le grand village de Bracle, a son équipe féminine en division d'honneur. Nous avons fait 2 fois la Coupe de Belgique, contre Anvers et contre Ostende. Nous jouons contre Gand, contre La Louvière, contre Charleroi, pour un petit patelin qui est grand comme une mouchoir de poche. On peut vous dire qu'il faut pouvoir prouver que dans n'importe quel secteur, la volonté, la coordination, la générosité, la collaboration sont majeures. La superficie n'a pas d'importance. Il y a des grands pays africains qui ne réussissent pas malgré toutes les richesses qu'ils ont, qui se font voler, qui se font arnaquer par toutes sortes de vautours nationaux ou internationaux. C'est la collaboration, le respect des uns et des autres et la correction qui fait qu'on peut faire d'un petit pays comme d'un diamant quelque chose de brillant et de remarquable. Et du coup, qu'est-ce que vous a donné envie, du coup, à faire autant de choses différentes? Je suis un animal curieux. Je m'intéresse à tout. Je lis beaucoup. Mes enfants, Alexandre et Ariane, durant 20 ans, n'ont pas eu de télévision. Il n'y a pas de télévision chez moi. Je suis probablement un des rares hommes politiques qui a été 20 ans au Parlement et à ce moment déjà plusieurs années au gouvernement, qui n'avait pas de télévision chez nous. Qui trouvait qu'il fallait lire davantage, il fallait discuter. Et je me suis à la télévision certainement quand j'étais depuis 20 ou 25 ans au Parlement. C'est pour ça que je suis très, très peu sensible aux médias sociaux. Je trouve ça un danger pour toutes sortes de choses parce qu'il y a des contre-vérités, il y a les manœuvres anti-vaccins, c'est dramatique, c'est mortel pour pas mal de dizaines, de centaines de personnes. Il y a toutes sortes de faux qui circulent, de fausses nouvelles, de vérités inventées, du sabotage par des grandes puissances ou par tout ce que vous voulez. Il n'y a plus cette sorte d'extraordinaire contact que la politique me donnait à moi, en tous les cas, dans un arrondissement qui n'était pas très grand, et le contact humain, l'écoute, pouvoir se taire, pouvoir entendre, pouvoir à égalité être généreux, non soit du talent, je vous l'ai dit, il ne faut pas l'enterrer, il faut le faire fructifier pour construire, m'a donné l'inspiration et aussi une carrière finalement exceptionnelle. Désormais un personnage incontournable de l'histoire de la politique belge, décoré ministre d'État, quels ont été les éléments qui vous ont décidé à vous engager enfin politiquement au sein du Parti libéral flamand? Mon père était libéral, mon grand-père était libéral, il avait un peu de tradition de famille, libéral et catholique, pas du tout, mais à une échelle tout à fait petite que le village, parce que ce qui m'avait frappé chez les libéraux, c'est leur côté, et on n'en parle pas beaucoup, émancipateur. Ce sont des défenseurs de l'enseignement, ce sont des défenseurs du statut de la femme, ce sont des défenseurs de la vie privée. Vous savez, le capitalisme est un peu contraire au libéralisme. Ça va vous étonner, mais j'ai toujours été contre le gros État, contre le grand capital, contre la grande église, contre le grand syndicat,
contre tout ce qui est business. Je trouve que le business écrase l'individu et nous sommes des défenseurs d'individus. Quand une de mes premières grandes opérations, disons, politiques, et aujourd'hui ça paraît très normal, c'est de faire entrer les enfants dès 2 ans et demi à l'école gardienne pour dire que c'est capital les premières années de l'enseignement, du pré-enseignement. C'est là où se fait la discrimination à tout jamais. C'est là où des enfants qui ne parlent pas encore le français ou le néerlandais chez eux perdent 2, 3 ans et doublent en primaire, n'arrivent pas de diplôme à 18 ans dans notre système parce que on n'est pas assez émancipateur. Et j'ai l'impression que l'émancipation consiste à faire confiance aux gens. Et le libéralisme, aussi par sa défense des libertés, par sa défense de la vie privée, non pas par le capitalisme, il ne peut servir qu'à aider le maximum de gens possible. Et si des initiatives se développent par l'intelligence individuelle, par le travail qu'on fait, il doit payer son dû à la société. Donc, je ne suis pas un libéral de droite, je suis un libéral social, je suis un libéral, je ne dirais pas de gauche, ça ne veut pas dire grand-chose, je suis un libéral progressiste, libertaire, émancipateur, surtout au service des plus faibles. Et j'ai eu de la chance dans ce sens. Mon père était maire d'un petit village où il y avait des mineurs qui travaillaient en Wallonie. Et ces mineurs souffraient de la maladie des mineurs, des bronches infectées. Et une fois par mois, mon père ne savait pas conduire, ma mère conduisait la voiture, nous allions visiter dans la sanatoria, les sanatoriums de sanatoria, les jeunes qui crevaient à 38, 40 ans sur un lit d'hôpital, malades de la poussière sur les poumons. Ça m'a marqué terriblement. Et je répète ça souvent, si vous n'avez pas la force d'utiliser votre capacité, votre talent, votre possibilité pour aider les autres, arrêtez de faire de politique. Et dans le Parti libéral, j'ai trouvé cette liberté. J'en étais le président, j'en suis membre du bureau depuis presque 2 générations. Mais cette liberté-là, cette absence de contraintes, cette absence de dogmatisme m'a tenté. Et je suis né libéral et je mourrai libéral. Et est-ce qu'à cette époque, vous pensiez pouvoir atteindre les sommets? Ben, j'ai tout atteint, sauf être Premier ministre. À part, j'ai eu tous les postes possibles, imaginables dans la vie. J'ai pu donner cours, j'ai pu enseigner, j'ai pu voyager, j'ai pu parler, écrire. J'ai pu rester 52 ans dans un parlement comme élu. Et la seule position que je n'avais pas, je n'étais pas en ce point, peut-être oui, ambitieux, c'est celle qu'à l'examen on vient d'un parlement, d'être ministre du pays. Mais tout le reste, j'ai pu faire et partout j'ai pu servir. Et du coup, pour les étudiants qui n'ont jamais réfléchi à la question, quelles seraient pour vous les choses à faire avant de se décider à choisir telle ou telle famille politique lors des échéances électorales? Mais voyez d'abord, si vous voulez aider les gens, faites voir ce qui se passe dans votre quartier. Est-ce qu'il y a des misères dans votre quartier, il y a des choses qui ne marchent pas. Demandez aux gens ce qu'ils pensent et tâtez vous-même si vous vous sentez capable d'aider le monde, si vous vous sentez capable de faire des choses généreuses. C'est pas une carrière que je faisais d'expert politique. Ou bien vous avez cette sorte de talent pour pouvoir correspondre avec les gens et les gens correspondre avec vous, ou bien vous l'avez pas. Et ce n'est pas les bureaux d'études ou les réclames ou autres qui peuvent faire ou qui faire. Tâtez vous-même si comme jeune, vous êtes intéressé par la chose publique, elle ne va pas être nécessairement politique, elle peut être sportive, elle peut être culturelle. Et si vous sentez que vous avez apporté quelque chose et que ça vous donne une satisfaction, vous trouvez le courage de consacrer votre heure, voyez à ce moment-là quel est le parti le plus ouvert, le moins doctrinaire. Vous savez, moi je suis en faveur j'ai écrit plusieurs pamphlets et plusieurs articles là-dessus. Je crois que c'est en train de nous tuer au point de vue climatologique. Nous sommes 7 milliards et plus d'habitants, nous étions 100 millions du temps historique du Christ, mais nos besoins comme individus sont maintenant 500 fois plus élevés que les besoins de l'individu il y a 2000 ans. Donc, si vous voulez aider à sauver ce qui vient, il faut tenir compte du climat, il faut tenir
compte des limitations de spolier la nature, de ses possibilités. Il faut avoir ce courage-là, mais il faut pouvoir l'expliquer. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient vainqueurs ou vaincus dans cette émancipation climatologique et en même temps dans l'émancipation idéologique. Quand je vois la dictature, par exemple communiste, ou quel qu'elle soit, dictatoriale, quel que soit le système, c'est abject de, de punir, de maltraiter, d'emprisonner, de casser des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Au contraire. Votre entrée dans un gouvernement s'est faite plutôt en 1974 en tant que ministre de l'Éducation sous le gouvernement Tindemans II. L'expérience s'est répétée en 1981 sous le gouvernement Martens V, mais cette fois en tant que ministre des Communications et des PTT. Comment preniez-vous ces nominations et quels ont été pour vous les bons et les mauvais côtés d'être ministre? Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'étais ministre des Pensions aussi, Alexandre a fait ça aussi, pour savoir comment fonctionne un système aux communications. Je suis resté assez longtemps, 7 ou 8 ans, c'était la poste, les télécommunications, le chemin de fer, la Sabena, la sécurité routière, le port d'Anvers. C'était 500 000 personnes qui travaillaient dans le sens large des communications. Je suis un activiste. J'avais une sorte de surnom. On m'appelait le 900. Qui était le 900? Le 900 était le numéro de dépannage et de secours immédiat dans les années 70 ou 80. Donc, de trop était le 900. Il y a un problème, il était de trop dessus, le problème s'est résolu. Ce n'était pas exact ou si pertinent que ça, mais de temps en temps, ça y rassemblait parce qu'il faut enthousiasmer, il faut donner de soi-même. Et croyez-moi, le nombre n'est pas important. Vous savez, 1 kilo de sel, c'est insupportable, mais l'absence de quelques grammes est insupportable aussi. Alors soyez un peu de sel de la terre, comme dit Gabi. Belle expression. Et du coup, quelles sont pour vous les qualités que doit avoir un bon ministre? Oh, il doit être honnête non seulement financièrement, mais honnête mentalement. C'est-à-dire pouvoir dire je n'ai pas réussi, je ne sais pas faire ça, ça je n'ai pas compris. Ne pas se faire gonfler, ne pas changer de code de chemise parce qu'on devient ministre, c'est tellement temporaire et tellement passager. Il faut être crédible aussi. Crédible devant ses électeurs, crédible devant ses collègues, crédible devant ses concurrents. Si vous ne savez pas, comme maintenant nous avons cette discussion aujourd'hui, dans ce comité de coordination, vous savez, moi je suis ahuri quand je vois ce qui se passe. Il y a des démagogues en politique, il y en a toujours eu, il y en a toujours dans la position de la majorité. Et lorsqu'on a un danger comme celui qui nous menace maintenant, si le matin il y a un brouillard épais et vous quittez en voiture votre garage, vous n'allez pas dire liberté, je roule à gauche, je choisis ma direction, je fais la vitesse que je veux. Bon, vous vous adaptez aux situations. Sinon, vous tuez les autres, vous tuez vous-même. Bien, nous sommes dans un brouillard de santé dramatique. Nous devons sauver les meubles d'abord avant de dire oui, mais j'ai des problèmes, je me sens isolé, je comprends fort bien. Moi, j'essaie de me promener 1 heure par jour uniquement pour me sortir de moi-même, mais faisons d'abord, éteignons d'abord l'incendie avant de commencer à faire marcher les pompes à eau pour célébrer un événement. Et ça, j'ai le sentiment que c'est le revers de la médaille démocratique. C'est que tout le monde peut dire ce qu'il veut, même des conneries. Le monde dit pas mal, hélas. Mais il y a des solidarités qui me paraissent vitales, dans le vrai sens du mot, que de temps en temps, on oublie et la vie est comme ça. Et puis nous sommes un pays complexe. Vous avez Charles Quint, au XVIe siècle, disait les Pays-Bas sont ingouvernables. Ça n'a pas changé, depuis 500 ans. Nous sommes un des éléments les plus complexes à gouverner, ce qui fait que les Belges qui réussissent en politique, en sociologie ou n'importe quoi, sont souvent dans le monde demandés de par leur capacité de négociateurs, d'écoute
d'arrangeur dans un certain sens de difficultés. C'est une des qualités de notre peuple d'être la tirette entre le nord et le sud. Hein, la Wallonie, la Flandre, c'est un peu le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Vous savez, au nord de la Belgique, on travaille trop et on s'amuse pas assez. Au sud de la Belgique, on s'amuse trop et on travaille pas assez. Et nous sommes entre les deux, on peut s'amuser et travailler. Exactement. Ah là là, belle expression. Et du coup, votre carrière et différentes missions parlementaires vous ont emmené un peu partout dans le monde. Quels sont pour vous les pays qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Bon, j'ai eu beaucoup de veines, hein. J'ai été parlé en Inde souvent. Je suis très marqué par l'Inde. C'est un continent immense, un des pays les plus peuplés du monde. Je crains qu'un jour il y aura un clash entre la Chine et l'Inde. Ça se prépare déjà, malheureusement, avec des maintiens de caste aujourd'hui encore en Inde qui fait que le pays ne s'effrite pas. On peut critiquer ça, mais enfin, j'essaie d'avoir cette approche. Donc l'Inde a cette incroyable civilisation d'autocontrôle, de diversité, de langue, d'État, etc., de nombre. Nous le sentons maintenant encore dans la drame qu'ils vivent. Parmi les pays neufs, c'est les États-Unis. Hein, les États-Unis qui ont réussi à faire venir des millions d'Européens, Belges aussi, qui ont fui la misère en Belgique, un peu comme les Mexicains ou les gens du Guatemala, quittent leur pays pour les États-Unis. Et les Flamands quittaient par Anvers pour aller se faire une vie nouvelle, il n'y a pas si longtemps que cela, aux États-Unis. Une sorte de pays de respiration, de confiance dans l'ingéniosité, dans l'invention, dans la fabrique des choses nouvelles. C'est une puissance extraordinaire, parfois un peu inquiétante par sa puissance militaire aussi. Il y a des grands morceaux comme la Russie, où j'ai été quand même plusieurs fois. C'est la Russie, c'est 557 fois la Belgique. Vous imaginez? La Russie, en territoire, c'est 557 fois la Belgique. Mais la Belgique, c'est à peu près un quart des revenus de la Russie. Donc, avec un 557e du territoire, vous arrivez à une prospérité au quart de la nation dont vous parlez, c'est génial. Génial. En tant qu'ancien premier échevin et bourgmestre de Brakel, communauté anglophone située dans la province de Flandre orientale, pour un total cumulé donc de 23 ans, quel est votre sentiment sur l'accroissement du gouffre qui semble exister entre le politique et le citoyen aujourd'hui? Mais elle est, pour être très crue et en raccourci exagéré, au lieu de regarder votre Facebook ou le Facebook d'autrui, allez voir des gens. Au lieu d'être vu par d'autres sur leur petit écran, essayez de les voir en réalité. Vous savez, la technologie incroyable et l'intelligence artificielle et toutes ces choses, imaginez qu'il y a maintenant des machines de guerre qui tuent des autres sans qu'il y ait intervention humaine, même pas dans la décision. C'est devenu fou dans un certain sens. On devient des instruments d'une science ou d'un développement à la fois généreux, extraordinaire pour la santé, pour la protection, pour l'avenir, pour tout ce que vous voulez, mais en même temps peut-être destructif pour ce qui est de vital dans nous et de sauvegarde. L'injustice dans le monde, le fait que le Congo a besoin de 5 millions d'enseignants uniquement pour mettre les enfants à l'école et leur donner un enseignement, alors que nous avons un surcroît presque de personnel là où nous pourrions le partager encore davantage. C'est ces inégalités. Vous savez, l'Afrique centrale, c'est bientôt 2 milliards d'habitants. L'âge moyen sera 19. L'Europe, c'est un demi-milliard d'habitants, l'âge moyen est 40. Il n'y a pas photo. Si vous voulez survivre et développer et être d'une aide, soyez tolérants, soyez respectueux, essayez de trouver du bien dans ceux qui n'ont pas la chance que nous avons. Si vous voulez que
à côté de l'Inde, à côté des États-Unis, l'Europe, champ de bataille, de guerre civile, de grandes guerres civiles avec les plus douloureuses des grandes guerres mondiales, essayer de faire un temple de science, d'avancement, de générosité, de compréhension, de tolérance. Et c'est ce qui m'a aussi poussé à être étudiant et plus tard assistant, plus tard professeur à l'ULB, à la BUE. Chef du groupe VLD à la Chambre à plusieurs reprises, président du VLD, président de la Chambre des représentants de Belgique durant 8 ans. Quels sont, selon vous, les éléments qui font un bon chef, un bon leader au sein d'une assemblée, au sein d'une famille politique? Vous parliez tout à l'heure de cheval. Hein. Sommes, Ouais. nous, nous, sommes cavaliers, ce ne sont pas des chevaux de luxe. Hein. Et je suis président d'une petite équipe d'équitation où il y a mon facteur pensionné, il y a des enseignants, il y a des ouvriers, il y a des gens. Tenir un cheval dans la campagne, si on était comme un homme, n'est pas mortel, n'est pas un passe-temps coûteux. Si on fait un peu le travail soi-même et sur un bout de prairie. Donc, j'ai appris ce que c'est un cheval. C'est un être extrêmement intelligent, à très longue mémoire, qui retient. Et quand vous montez un cheval, je ne sais pas si je m'exprimer devant des gens qui sont plus cavaliers, ça peut aller à un de mes tentations. Quand vous tirez sur les rênes d'un cheval, quand vous le serrez de trop près, il peut se cabrer et perdre son équilibre. Quand vous êtes distrait et vous laissez les rênes un peu trop larges, le cheval peut s'emporter et vous perdez le contrôle. Donc, diriger une assemblée, c'est un peu comme faire du cheval. Si je tire trop sur les rênes, l'assemblée se cabre. Si je suis trop distrait, elle m'échappe. Et je crois que, honnêtement, ce que tout le monde a écrit et dit, j'ai été un bon président parce que mon premier geste de président était de prendre le marteau du président, de le mettre à monsieur le greffier, en disant, monsieur le greffier, vous le donnerez à mon successeur. 8 ans plus tard, ça a duré. Je n'ai jamais employé le marteau de président durant les années que j'ai présidé la Chambre, avec toutes les variétés, les tumultes et tout ce que vous voulez. Quand M. Ademans de Mavlamsblok criait trop fort, je disais, M. Ademans, plus fort, je ne vous entends pas. C'était le fou rire. Donc l'humour est beaucoup plus utile que le marteau du président. Ministre d'État, comme je l'ai déjà souligné, grand officier de l'ordre de Léopold, grand croix de l'ordre de la Couronne, chevalier de la Légion d'honneur, grande croix de l'ordre d'Aigle d'Astec. Chevalier, je vous flatte un peu. Il y a beaucoup de formalisme là-dedans, il y a beaucoup d'échanges dans les voyages d'État, etc. Il y a beaucoup d'échanges de décoration. Il ne faut pas exagérer là-dedans. Je ne suis pas méprisant pour la décoration. Je me souviens à l'ULB du temps de notre jeune folie, il y avait une phrase terrible. On disait à 18 ans, on crache dessus, à 80 ans, on bave dessus. Donc c'était vraiment très dur. C'est qu'on avait comme l'impression de voir la décoration. Oh, je suis un peu bétonné là-dessus, mais quand même, quand je sens, quand elles sont bien attribuées, quand elles sont réalistes pour les années d'efforts, de dévouement, de remerciements faits, croyez-moi, je connais beaucoup de gens qui les portent avec fierté, surtout dans cette déclaration de guerre, de bravoure, d'héroïsme. C'est quand même aussi la signification de dire, ah ben, tu as bien fait ton boulot, tant d'années, on n'a pas pu t'attraper, tu n'as jamais fait, tu n'as pas, comme on dit crûment, je m'excuse du mot, pissé à côté du pot, tu es un type correct et tu as fait ton boulot, tu es une femme de travail qui a fait son dévouement dans l'enseignement ou dans les soins ou dans l'université, peu importe. Cette petite décoration, cette petite médaille, qui sont dans des armoires chez moi, je porte à tout ça, c'est quand même aussi une reconnaissance un peu formelle, mais quand même, en général, je n'ai pas jeté à la tête du peuple. Donc, il faut le respecter aussi. Et du coup, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière? Quel accomplissement? Ah, la durabilité.
Vous savez, j'avais les gouvernements tombaient assez fréquemment et les parlements n'étaient pas à terme fixe comme ils le sont maintenant. J'ai passé 22 examens démocratiques, 22 sessions, chaque fois. Et les dernières, j'avais poussé, bon, est-ce que c'est la vanité, est-ce que c'est l'audace? J'ai été élu 4 ou 5 fois de la 25e place, de la 28e place, donc dans l'arrondissement, dans la province de France-Orientale, c'est 1 million d'habitants. J'étais pas tête d'élu, je dis, mettez-moi la fin, mettez-moi le dernier. Donc, je ne pouvais pas bénéficier en quoi que ce soit d'un avantage de liste. Et j'étais élu uniquement par les voix de préférence. Eh bien, cette sorte il y a encore des gens qui me disent, tu sais, Herman, mon père, sur son lit de mort, ne dramatise pas, m'a dit, écoute, mon fils, moi j'ai voté toute ma vie pour Herman Détro, il va faire la même chose. C'est des choses extraordinaires, qui vous émotionnent, qui disent, pourquoi il faut rester nature, il faut savoir gagner, mais il faut savoir perdre, il faut rester crédible, et c'est un travail et une générosité. Et vous savez, les gens sentent. Les gens sentent lorsqu'ils ont affaire avec un faucheton ou pas un faucheton. Ils reniflent. Ils ont le pif. Ils ont le pif démocratique, croyez-moi. Et quand je vois les saltimbanques, parfois en politique, je trouve ça malheureux. Il y en a malheureusement un peu beaucoup. Ouais, ça, malheureusement, c'est. Et dans tous les pays. Ouais, ça toujours. Deuxième semaine du mois de mars 2020, nos vies basculent par le Covid. Comment avez-vous vécu ces moments d'incertitude et qu'est-ce qui vous a permis de faire plutôt, Moi, qu'est-ce que vous pensez c'était étonnant. Je le disais tout à l'heure, et peut-être qu'on va sursauter quand je répète les chiffres. J'ai à peu près 3000 invitations par an. J'en acceptais 800. Ça va de la kermesse à Boudin jusqu'au club d'équitation, du déjeuner de la musique et de la fanfare locale, jusqu'à faire des conférences pour le Rotary ou pour l'université ou pour des interviews, ou peu importe. Mais tout s'est tombé à zéro, ou presque. Par prudence, d'abord, contamination, on ne sait pas. Et moi, ça me donne deux ou trois sentiments. Un, l'humilité. Nous sommes des animaux comme les autres, avec une émotion, une intelligence, des réussites extraordinaires pour le bien comme pour le mal. Mais nous ne sommes pas maîtres de la nature. Nous ne sommes pas les créateurs de la vie. Nous sommes un des millions de petits chaînons qui prend trop de place. Nous sommes en train de bouffer le reste de nos concurrents pour la vie, nos concurrents pour la prospérité, nos concurrents pour la survie. Et cette pandémie, c'est pas la première, c'est pas la dernière, nous a frappé de plein fouet. C'est comme les gens qui ne dorment pas, qui disent je vais aller chez le pharmacien prendre une pilule, je dormirai. On a cru que c'était un virus, on trouvera bien une solution. On a trouvé des solutions remarquables, des vaccins, mais le virus s'échappe, il varie, il nous surprend, il nous prend par le dos, si je puis dire. Ça m'a beaucoup frappé, m'a fait beaucoup réfléchir sur le système de société. Nous sommes très peu capables de survivre sur nous-mêmes. Nous avons besoin d'autrui. Nous sommes très peu doués pour la vie monacale, pour l'isolement, pour la réflexion, peut-être un peu plus en Inde que chez nous. Mais ici, on a besoin de ces contacts sociaux. Et si on n'avait pas besoin, on nous dit qu'on en a besoin. Et je pense que c'est vrai. Et tout cela, on a tiré la prise d'un coup. Et l'État, vous voyez les différentes mesures qu'on prend dans les différents pays, même l'Allemagne, pays extrême organisé qui se vante de beaucoup de choses, avec ses 16 gouvernements, c'est pire que ça puisse être un jour en Belgique. C'est encore beaucoup plus fragmenté que chez nous. Regardez l'Espagne, regardez la France, Paris, qui fait un close-up à 18h le soir. On peut en France, pays de liberté, d'égalité, de fraternité, faire 10 kilomètres de chez soi. Et nous, relativement favorisés par notre tolérance, par notre complexité, on n'a pas connu cette sorte de système. Il y a des gens qui me disent, écoute Herman, il faut dire à ton fils
qu'on ferme tout et après 3 mois ou 2 mois, on sera libéré et non pas des mesures à moitié, comme peut-être aujourd'hui on en prendra, je m'en souviens. Mais c'est une autre manière de voir l'existence. C'est une leçon de grande humilité lorsqu'un virus est en train de ronger à une société et en même temps une leçon de grande fierté lorsque nos moyens scientifiques, le dévouement de nos médecins, de notre personnel, les soignants, de tout, même les infirmières dans les prisons, tous celles et ceux qui maintiennent cette sorte de générosité pour la lutte pour la survie de leurs patients ou de leurs amis, c'est à la fois une leçon de grandeur humaine aussi. Mais la, la rapidité, c'est comme dire une prise d'une manière de vivre et tout semble s'arrêter ou près de s'arrêter. Et c'est difficile, mais de là se révolter, dire moi je suis diurgue, je suis un être supérieur, je vaincrai le virus en allant prendre ma liberté, mes peintes et en cassant la figure en Dieu sait qui, c'est une erreur. Là, nous manquons d'humilité. C'est la première pandémie et c'est vrai que c'est quelque chose qui qui était très difficile pour moi aussi. Ça, je peux vous dire. Et du coup, je pense que pour tous les étudiants, c'est comme ça. Donc, quelque part, pas l'habitude de ça. Du coup, moi, de temps en temps, je m'échappe de mon bureau pour me taper un kilomètre à pied, uniquement pour. Et alors, j'habite à la campagne encore, donc c'est tranquille, c'est d'espace. Enfin bon, c'est pas une chose que. Moi, je suis traumatisé par des familles ou des gens qui habitent dans un petit appartement, dans une petite chambre, dans un quartier qui n'est pas, disons, prospère, ou pas encore prospère, dans une ville. Oh, je me sens fragilisé dans ma conception de l'humanité quand je vois que cela est toujours possible et que ça se révèle d'un coup. C'est comme on ne savait pas, mais on le sait. Et qu'on met. Vous savez, j'ai une petite rivière dans mon village et cette petite rivière a un moulin. Donc, il y avait de l'eau qui montait. J'ai appris à nager dans la rivière de mon village. Seuls les gens de mon village savaient nager, les villages à côté ne savaient pas parce qu'il n'y avait pas de rivière. Et c'était une nappe d'eau comme ça, tout à fait égale, sur un demi-kilomètre à travers les bois et les prairies. Puis un jour, il y a eu une panne, un trou dans le petit barrage qui maintenait l'eau pour le moulin. Et l'eau est descendue à 20 centimètres. Le lit de la rivière était rempli de crasse, de vélos rouillés, de souliers jetés, de déchets qui, durant des dizaines d'années, y étaient, mais on ne les voyait pas parce que l'eau était haute. Et on ne voyait que l'eau, le supérieur, et on nageait à 2 mètres de hauteur ou à 3 mètres de hauteur. Et lorsque j'avais 8 ou 9 ans, que le petit barrage ayant cédé, je vois la crasse qui est dans la rivière que je n'avais pas devinée. C'est un peu ça, la pandémie, c'est un peu ça, ce qui nous arrive maintenant. On se rend compte des misères que nous avons qui étaient là, mais qui ne se sont pas visualisées parce qu'il y avait la commercialisation, il y avait la pub, il y avait la vantardise, il y avait la promotion, il y avait le courage, il y avait tout ce que vous voulez. Mais quand les eaux sont basses, on se rend vraiment compte de ce qu'il y a dans le lit de la rivière. Et je crois qu'une pandémie comme la nôtre, où les eaux sont basses, révèle nos défauts, nos égoïsmes, nos combats pour les priorités dans la vaccination. Je peux citer des dizaines. Et en même temps, quand même, cette extraordinaire aventure de la volonté de l'être humain de vaincre ce mal, d'essayer de réparer, de soigner. C'est à la fois comme une pièce de monnaie où il y a un côté le paradis et l'autre côté le. Et qu'est-ce que vous pensez que la Belgique peut faire comme effort, la Belgique ou l'Europe peut faire comme effort pour éviter ou plutôt se préparer pour une prochaine pandémie aujourd'hui? Bon, vous savez, d'abord, on ne sait pas prévoir ce qui nous arrivera. L'intelligence artificielle, c'est un des bons côtés qui a permis de développer des vaccins d'une rapidité extraordinaire, non pas en années, mais en jours ou en mois, est déjà une défense exceptionnelle. Mais c'est de nouveau une défense privilégiée pour les pays riches. Les pays africains ont beaucoup plus de mal
malgré les efforts que nous essayons de faire, les égoïsmes nationaux apparaissent. Euh, les Russes font de la politique avec leur vaccin Sputnik. Est-ce qu'il a été espionné? Est-ce qu'il a été inventé? Est-ce qu'il est bon? Je l'espère. Les Chinois aussi. Tout le monde essaie de jouer sur la misère des autres, ce que je trouve assez dégoûtant finalement. Et en même temps, imaginez-vous, je prends la vaccination en Angleterre. On a donné une première dose en disant la deuxième dose suivra. Et je ne suivais pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit oui, nous sommes dans un niveau supérieur de vaccination 2 fois ou 3 fois l'Europe. Mais quand vous comptez les 2 vaccinations, vous êtes au niveau belge ou presque. Donc, il y a comment, du défi dans ces grandes crises, de l'exploitation de la crise. Il y a la fois comme la petite rivière, quand l'eau est en haut et quand le barrage tient, c'est beau, c'est clair, c'est invitant. Et lorsqu'il y a un trou dans le barrage, on voit la crasse du lit de la rivière. Du coup, je vais reprendre votre métaphore. Et donc, là, pour le moment, avec la pandémie, tout ce qu'on voit, c'est donc le problème de la pandémie, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le résoudre. Mais à côté de ça, il y a un autre problème qui préoccupe beaucoup les jeunes, c'est le réchauffement climatique. Et du coup, est-ce que vous pensez que la Belgique fait assez d'efforts en termes de lutte contre le réchauffement climatique? Et est-ce que vous pensez que la Belgique est préparée à un avenir sans énergie fossile? Je n'ai pas très bien compris votre question. Répétez-la un peu. Donc, ma question est tout simplement, est-ce que vous pensez que la Belgique fait assez d'efforts en termes de lutte contre le réchauffement climatique? Et d'un autre côté, est-ce que vous pensez que la Belgique est préparée à un avenir sans énergie Mais, fossile? la Belgique, c'est vous et moi. Hein. Il n'y a Ouais. pas un nom de Belgique théorique comme ça. Tiens, je salue la Belgique. Non. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants, ou 12 ou 13 millions, peu importe. C'est le type qui sont sans voiture et qui ne peut pas aller en vélo. C'est le type qui ne veut pas le train et il dit je préfère être. Hein, la voiture, c'est la fin de la salle de bain du matin, c'est le début du salon de l'après-midi, parce qu'on peut fumer, on a la radio, on peut encore se badigeonner un petit peu ou mettre un peu de rouge aux lèvres lorsqu'on est dans une file un peu arrêtée, pour la dame qui est chauffeur, ou qui se déplace, ou pour l'homme qui allume sa cigarette, sans déranger quelqu'un. Nous mettons sur une sorte d'abstraction tout ce que nous sommes nous-mêmes. Et nous rejetons ça, un peu comme le groupe de nos amis juifs, on chasse de tous les péchés d'Israël, et puis on va dans le désert. Disant qu'on les péchés avec nous, on n'en a plus. La Belgique, c'est pas un truc abstrait. C'est vous, c'est moi, c'est les jeunes, c'est les vieux, c'est les gens malades, c'est les gens qui se battent, c'est les gens qui vous veulent, c'est les gens qui veulent améliorer le sort des autres. C'est pas abstrait, c'est nous. Et je crois que c'est quand même une révélation que l'égoïsme et l'égocentrisme, même si vous croyez être le plus fort, le plus malin, le plus riche, le plus puissant, le plus populaire, ça n'a pas de sens. L'humilité, la fraternité, finalement, c'est ce qui nous sauve. Mais il ne faut pas seulement dire, il faut aussi faire. Ayant été ministre de l'Éducation, quels sont les éléments que vous constatez chez la jeunesse durant cette pandémie qui auraient mérité plus d'attention selon vous? Ben, vous savez, si on savait à l'avance ce qu'il fallait faire, on l'aurait fait. Hein, c'est clair. Bon. Quand vous voyez les expériences des uns et des autres, quand vous comparez, par exemple, en Europe, ce que fait les Pays-Bas, ce que fait la France, l'Allemagne, enfin, toutes sortes de mentalités différentes, ce que fait l'Espagne, le Portugal, ce que fait le Brésil, ce que fait les États-Unis, ce que fait Israël. Enfin, on a un laboratoire extraordinaire avec la même pandémie, avec différentes méthodes. Mais à la fin du compte, à part la vaccination et le dévouement extraordinaire du personnel qui s'occupe des femmes et des hommes malades de Covid, il n'y a pas grande différence. Nous tâtonnons, nous essayons d'expliquer, nous essayons de justifier. Nous sommes à la fois respectueux devant les scientifiques, mais lorsqu'ils nous disent qu'il ne faut pas trop vite ouvrir toutes les boîtes, on dit ouais, mais ce sont des vieux schnocks, ils sont obsédés, sont des prêcheurs de malheur, et en même temps, on va chez le médecin pour se faire soigner.
lorsqu'il vient à la télévision dire il y a presque plus de lits de soins intensifs, on dit ouais, mais c'est une mauvaise nouvelle. Mais lorsque les malades sont vrais, c'est celui qu'on voit. Et c'est celui qui est va pour se faire soigner. Donc cette bicéphalité, ce double jeu, cette sorte d'excuse à soi-même, qu'il faudra un peu plus d'humilité et de respect d'autrui. Moi, j'essaye, j'ai 4 petits-enfants, 2 d'Alexandre, 12 et 8 ans, sur mon voisin, en me disant, je les entends jouer, mais je me vois de loin. 2 chez ma fille qui habite Bruxelles, que j'ai pas vu sauf en Skype ou en WhatsApp depuis des mois. Ça nous peine, ça les peine. Que voulez-vous? Si je ne suis pas les règles que les gens qui savent ce qu'il faut faire nous disent de suivre, comment va-t-on en sortir? On va pas être le diurge, le prophète qui descend sur la terre. Moi, je sais, la pandémie, je m'en fous. Le Covid-19, c'est de la blague. C'est dramatique, cette mentalité. Vacciné, je ne fais pas parce que c'est dangereux. C'est la foutaise d'implanter ça dans la tête des gens. C'est dramatique comment une sorte d'exploitation du caractère presque supérieur de l'animal humain par rapport aux autres nous joue des vilains. Ouais, donc ça c'est en espérant que la vaccination aide et que bientôt nous puissions retourner dans nos restaurants et nos terrasses. Et oui, c'est bien. Moi qui fais je crois que j'ai dû faire dans ma vie, je suis politiquement actif durant 50 ans à peu près, 65 ans certainement. J'ai dû faire des milliers, mais des milliers de terrasses, des milliers de repas populaires ou d'organisations, de bienfaisance, d'aide. J'ai trouvé toujours goût et plaisir à être avec les autres. Mais à un moment donné, je ne peux pas en faire ma religion en disant, moi je domine, je vais où je veux, je sors où je veux, je parle à qui je veux, je ne mets pas de masque parce que ça m'embête. Je prends pour exemple le preneur, moi je roule à gauche, pas à droite, parce que je suis libre, je choisis la direction dans laquelle je roule, va vous casser les figures. Et quelques instants après votre sortie de votre garage, ou bien vous casser la figure d'autrui, c'était pire encore. Donc cette sorte de modération qui fait qu'il faut sauver la société aussi. Il faut sauver un bout d'humanité, c'est que nous sommes. Cette notion d'humilité, elle est difficile à vendre et elle est difficile à appliquer. Bientôt, je suppose que vous le savez, c'est la session d'examen pour les étudiants. Et donc, quel message de motivation aimerez-vous donner aux étudiants pour cette session d'examen et qui est dans un contexte, encore une fois, très particulier? C'est très changeant. Hein. Quand j'étais jeune étudiant et puis plus tard professeur, tous les examens se faisaient en 3 jours. 3 jours. Maintenant, parfois, les examens se font en 3 ans. Donc, c'était aussi une autre mentalité. On avait tout, 7, 8, 9, 10, 15 examens en 3 jours, oral, etc. Tout ça s'est modifié. On a d'autres manières de travailler, on a d'autres manières d'être formés, d'autres technologies qui sont peut-être encore meilleures que celles que nous avons jamais eues. Mais si vous sortez maintenant convenablement et de vos examens, et de votre formation, et des sélections, et des concours, et que sais-je encore, c'est beaucoup plus méritant que s'il n'y avait pas de pandémie. C'est beaucoup plus dur et difficile maintenant. Ça prouve beaucoup plus de caractère et de volonté. Donc, c'est finalement, malgré les malheurs dans lesquels nous trouvons, les difficultés que nous avons pour faire nos examens, pour réussir, pour continuer, pour passer une année à une autre, pour devenir un stagiaire ou faire un métier, le purgatoire dans lequel nous trouvons maintenant est beaucoup plus dur que la facilité relative que certains autres avant la pandémie ont pu recevoir. Donc moi je salue cet effort de ceux et de celles qui doivent suivre les cours à distance, aussi les professeurs, les enseignants qui n'ont pas ce contact humain dont nous avons tous besoin et qui malgré tout s'accrochent, continuent, ne lâchent pas le guidon, ne lâchent pas la route, ne s'égare pas, reste courageux.
bravo, hein, mais vous l'avez en vous et ce n'est pas l'État qui vous le donnera. Hein. Si vous ne l'avez pas un peu vous-même, et si vous ne vous permettez pas de cultiver votre force de caractère et de résistance dans des conditions difficiles, enfin catastrophiques, vous en sortirez grandi. Essayez d'en sortir grandi et de ne pas en sortir écrasé. Mais c'est facile à dire, il faut le faire. Très, très beau message. En tout cas, je trouve ça très, très intéressant, dans votre message quand vous dites que, effectivement, c'est vrai, c'est une période assez difficile, mais au final, si on réussit à passer au-dessus, si on réussit à surmonter tout ça, ben, on en sortira que plus fort. C'est vraiment un message qu'on voit tout simplement dans tout votre parcours, c'est que vous essayez toujours d'aller le plus loin possible et d'en faire un Vous maximum. savez, moi j'admire beaucoup les sportifs, mais quand je vois parfois qu'ils viennent chez moi me dire, enfin, essayez, c'est bien qu'on puisse être vacciné, qu'on puisse aller aux Jeux Olympiques, il y a des sportifs au niveau de ce niveau extraordinaire qui, 4 ans, 5 ans, 8 ans, s'entraînent, travaillent pour pas. J'ai vu Fat de Bruyne à Atlanta gagner le 100 mètres en nage libre. Ça a duré quelques secondes. La cause de 100 mètres, c'est 9 secondes ou quelque chose comme ça. Et c'est une vie entière d'entraînement pour 9 secondes. 9 secondes pour être champion ou le record du monde. Allez, on ne demande pas ça tout le monde, c'est pas possible, c'est exceptionnel. Mais de temps en temps, essayons quand même que nous avons notre place dans la société, quel que soit notre niveau, notre mentalité, notre courage, notre disponibilité physique et mentale. Essayons de la défendre, de la valoriser et essayons d'être dignes, si c'est un gros mot, de vaincre le malheur qui nous incombe. Quand pour moi, le corona n'a eu de l'impact que lorsque le corona a eu un prénom. J'ai plusieurs de mes amis qui sont morts, qui s'appellent Joseph, qui s'appelle Norbert, qui s'appelle Vincent, qui s'appelle... Pour moi, le corona les a tués. Et le corona a eu un autre poids que celui des articles des journaux ou des commentaires que je lisais, ou que j'entendais, que je voyais. Cette solidarité, nous en avons besoin. Mais les autres en ont besoin aussi. Alors, moi, je crois qu'on en sortira. On est toujours sorti des épidémies, même si parfois on y perdait un tiers de notre population, au XIIIe et XIVe siècle. Mais que voulez-vous? Ça nous mettra aussi une fameuse couche d'humilité et une couche de courage. On ne peut pas demander à tout le monde d'être humble et courageux. Oui, On est à la place. ouais, c'est exactement ça. Non, en tout cas, au niveau des questions, c'est tout pour moi. En tout cas, vraiment, vraiment, merci beaucoup à vous d'avoir pris de votre temps, vraiment, de questions. Parfois, les questions, c'était à rallonge, du coup, vous avez pris le temps d'analyser les questions, d'essayer de répondre à chaque partie et de vraiment Oui, oui, il faut bien se rendre compte, et quand on est un peu plus âgé, moi je le suis déjà évidemment, la partie de votre vie qui vient sera nécessairement beaucoup plus courte que la partie de votre vie qui est passée. Alors qu'à votre âge, ou à l'âge où j'avais, quand j'étais à l'université, la partie de ma vie qui était passée était beaucoup plus courte que la partie de ma vie dont je pouvais espérer faire quelque chose. Vous savez, nous sommes tous égaux devant la mort. Nous sommes parfois un peu inégaux devant la naissance. La mort nous égalise tous. La naissance, malheureusement, nous discrimine. Ouais, si on le prend comme ça, c'est vrai que c'est. Ouais. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on reste critique avec moi dans mon enthousiasme et dans ma verbalisation. Non, non, j'étais très, très content. J'ai vraiment pris le temps de bien répondre aux questions. On s'est senti que vous étiez content de répondre à mes questions. Ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est très, très louable. Donc, non, mais merci beaucoup à ce niveau-là. Et allez, on espère que l'année prochaine, on pourra organiser des conférences à l'ULB. Et du coup, on pourra vous inviter à l'ULB pour amener des chocolats, des fleurs. Non, c'est important parce que c'est. Ouais.
on pourrait chanter le semeur. Je sais pas si je chante le matin. Exactement. Non, c'est toujours important, parce que c'est quand même, vous prenez quand même de votre temps. Donc, nous, on aime bien toujours donner un petit truc quoi, à nos invités. Bon, là, avec en ligne, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, vraiment, un grand merci. Nous sommes très contents et très fiers de l'avoir fait avec. Wow, ne soyez pas fiers, camarades, c'est Ouais, l'essentiel. un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et bonne chance partout, dans les études, dans la vie et dans la santé.